Bonjour les Limpers, c'est Nicolas Rago, Actarus, pour une vidéo de NL100 contre un régular sur une seule table, pour changer un petit peu. Aujourd'hui la vidéo est un peu spéciale. Alors le petit carré que vous voyez tout jaune là, et qui cache mes cartes, ça n'est pas un bug. Je ne vois clairement pas mes cartes, donc j'ai décidé de jouer toute la session en heads up sans regarder mes cartes. Ce qui est un petit peu compliqué au poker, et ce n'est en général pas une très bonne idée de jouer sans ces cartes. Mais là, dans un but pédagogique, j'ai décidé de les cacher tout le long du heads up. Et pour essayer de vous montrer d'autres choses, en fait. On va pas se focaliser sur nos cartes, sur quelle est la meilleure ligne employée suivant nos cartes, etc. On va essayer de trouver on va essayer de mettre en place une stratégie de jeu en essayant de contrer celle de l'adversaire, en essayant de s'adapter et essayer de comprendre comment on peut gagner certains coups contre lui. Donc ça va parler un peu de metagame aussi, bon, même si c'est un mot qui est un peu surutilisé par moment, mais on va essayer d'aborder le point de la metagame tranquillement. Alors je suis clairement EV- contre cet adversaire sans regarder mes cartes, ça c'est sûr. Si je gagne, ça voudra dire que j'ai eu de la chance. C'est possible que je gagne, il y a des chances que je perde. Enfin bon, l'histoire n'est pas de faire un exploit technique, un exploit de gagner le heads up sans regarder mes cartes, mais c'est bien dans un but pédagogique et puis un petit peu fun aussi pour changer un petit peu. Je vais jouer contre deux adversaires, tous les deux régulars, je pense, de la NL100. Donc voilà, bah on est parti, hein. C'est le tout début du heads up. Et l'adversaire évidemment ne sait pas que je ne regarde pas mes cartes, puisque s'il le savait, ça serait 15 fois plus compliqué. Donc la stratégie générale c'est de jouer tight hors position, en heads up, puisque on a le désavantage d'être hors position pour jouer les coups, donc c'est beaucoup plus compliqué. Donc on joue tight, et on va faire un mix entre des tribets et des calls. Alors les mains avec lesquelles on va call, c'est des mains avec potentiel, et les mains avec lesquelles on va tribet, ça va être des mains très bonnes pour value bet, et on va tribet aussi des mains un peu faibles. Le problème c'est qu'ici on voit pas nos cartes, donc il va falloir établir une stratégie de jeu assez bien balancée entre un bon mix de tribet et de temps en temps je vais call sans voir mes cartes malheureusement. Euh, donc là je me fais tribet, c'est facile de passer. De temps en temps je vais call hors position et faire quelques moves au flop. Je vais pas en abuser évidemment, mais le temps que mon adversaire s'en aperçoive que je suis assez agressif hors position, euh, je vais peut-être m'adapter. Alors, euh, quand je suis call, j'ai l'initiative en fait, donc c'est pas trop gênant de pas voir mes cartes. Je vais souvent prendre le coup au flop. Je vais essayer de. Donc là, ça va être important d'essayer de lire les boards, essayer de lire la range adverse et quel pattern il va utiliser en fonction de certaines mains. Et en fonction de ça, on va décider de bluffer ou pas certains coups. Alors, chose que je n'ai pas rappelé en début de heads up, je me suis accordé quelques règles où j'ai le droit de regarder mes cartes quand même. Bon, je vais un peu tricher. Alors, les règles sont assez simples. Quand je me fais fort bet, j'ai le droit de regarder mes cartes. On sait jamais si je découvre un monstre et que j'avais l'intention de fold, bon, j'aurai le droit de push. Donc j'ai le droit de regarder mes cartes quand je forbet, quand on me forbet, pardon. Euh, j'ai le droit de les regarder si on me fait si on me revient dessus à tapis dans un coup au flop par exemple, si on me fait tapis, j'ai le droit de regarder mes cartes. Et à la river, j'ai le droit de regarder mes cartes, sauf si je suis hors position. Ma première action, je n'aurai pas le droit de regarder mes cartes. Par contre, si je check et mon adversaire mise, là j'aurai le droit de les regarder à la river. Bon, alors là, vous allez vous dire que je regarde très souvent mes cartes, mais finalement, vous allez vous apercevoir dans la vidéo que c'est assez rare que je les regarde. Toutes ces conditions n'arrivent pas très souvent.
Bon, ici je décide de ces bêtes. J'ai été call, c'est une mauvaise nouvelle. La dame, c'est une bonne carte pour mon adversaire. Si mon adversaire a une main type 6 et 7, à 6, euh, 5 et 7 suite 8 par exemple, la dame, c'est une bonne carte. Alors évidemment, je peux avoir une main comme dame valet, dame 8 par exemple dans ma main. Euh, mais c'est pas une carte qui touchera souvent ma range. Il n'y a pas de raison que la dame touche ma range. Donc en fait, s'il a un 6 ici, un second barrel devrait pas le faire fold. Euh, je pense qu'il faudrait que je 3 barrels ici pour peut-être le faire folder un 6. Mon adversaire pouvait avoir un monstre type quinte flopée, 2 paires, brelan, c'est possible. Je décide d'abandonner ici, c'est le premier coup qui se développe, je décide d'abandonner. Et une doublette de la dame qui est une très mauvaise carte pour bluffer ici. Euh, voilà. Bon, là, j'ai bête. J'avais évidemment l'intention de fold, puisque le raise ici n'est pas très crédible. Euh, donc, donc là, sans voir mes cartes, je décide de fold. Maintenant, j'ai le droit de regarder mes cartes à la river, comme je l'ai dit. Donc mon adversaire a misé 12. Euh, et je découvre full. Je vous jure que j'ai pas triché, j'ai vraiment full. De toute façon, j'aurais pas joué comme ça. Avec de paire dame 4, j'aurais bet la turn, évidemment. Euh, donc, comme je l'ai dit, le raise ne ressemble pas à grand chose. Donc là, c'est une super nouvelle que j'ai full, puisque si je raise, je risque d'être souvent payé. Donc là, je décide de faire un raise très fort à 40. Quelque chose qui ressemble à rien, qui fait un peu arrachage, en espérant être call par un 6. Bon, maintenant, il a très, très rarement une dame, évidemment, ici. Il peut me call avec ouais, juste un 6, la quinte. Peut-être qu'il peut hero call. Je pense pas qu'il ait un 5. Avec un 5, il aurait pas bet la river, il aurait plutôt check call. Bon, il peut avoir paire de 7, paire de 8 qui peut value ici, je pense aussi. Donc un coup chanceux, bon, j'ai pas été call à la river. En fait, au poker, c'est ça. C'est en gros, il y a certaines situations, on sait que de toute façon, on va bluffer le coup, quoi qu'il arrive. Et il y a certains coups, on sait qu'on va pas les bluffer, sauf, bon, évidemment, si on a des cartes, on va jouer le coup, on va miser pour value, mais donc c'est important de distinguer ces situations-là. C'est pour ça que moi j'aime bien dire que souvent les gens disent que le poker c'est un jeu où on joue pas nos cartes, on joue l'adversaire, on joue l'homme. Moi je suis pas trop d'accord, c'est plutôt on joue une situation donnée. Euh, c'est On joue plutôt une situation donnée au poker où on sait que notre adversaire aura pas souvent une grosse main, ou alors on représente une range très forte et il pourra pas souvent nous call, etc. On joue plutôt des situations. euh, donc voilà, je vais essayer d'en profiter dans ce heads up à certains moments. Ici j'ai tribet, donc de manière aléatoire évidemment. Si je m'aperçois que mon adversaire call très peu mes tribets, je vais en abuser. Je joue beaucoup beaucoup en tribet. Si mon adversaire me call énormément, je vais obligé de diminuer ma fréquence de 3 bêtes évidemment, puisque mon adversaire va me call avec des mains correctes en position, moi je vois pas mes cartes, et s'il est un petit peu collant, ça va être difficile. D'autant plus difficile sans voir ses cartes. C'est vrai que l'idéal, à la limite, c'est quand on a un joueur très weak. Quand on joue contre un joueur très weak, euh, le, le fait de ne pas voir ses cartes, c'est moins grave que face à une calling session. Bon, évidemment. Alors ici, le but, ça va être de déterminer quel joueur j'ai en face de moi. Ici, un board très riche, 6 dames, 6 dames 10, tout à cœur. J'essaie de ces bêtes assez fort, relativement fort. Pas 130, non. 14. Là, tout raise implique le tapis de mon adversaire. Alors, c'est une situation qui est un peu difficile. Euh, Mon adversaire peut difficilement bluffer ici.
S'il a rien, par exemple, s'il a une main comme paire de 7 sans cœur, et qu'il veut transformer sa main en bluff, c'est difficile pour lui de raise, puisqu'il est, s'il est call, il est mort. Il est complètement mort, il n'a aucun out, à part peut-être 2-7 dans le paquet, mais c'est le genre de board en fait où c'est difficile de semi-bluff et de faire quoi que ce soit. Donc là, s'il a strictement rien, une main type voilà, une petite paire, des connecteurs assortis, c'est le genre de bête en fait qui est vraiment compliqué pour l'adversaire. Donc du coup, c'est une bonne situation pour moi, j'en abuse. Le problème c'est que j'étais call. Euh, Mon adversaire a peut-être une dame. Ici, je décide d'abandonner le coup. Et ça, c'est vraiment intéressant. La doublette du 6, c'est vraiment une excellente carte. Le valet de carreau, à la turn, c'est une bonne nouvelle quand je check et mon adversaire check derrière. Euh, je pense ici que s'il avait une main type deux paires dames-valet, Breland 10, Breland 6, Breland valet, je sais pas. S'il a une main extrêmement forte de ce type-là, il va jamais se le player à la turn, puisque c'est une main qui est très fragile. S'il a deux paires dames-valet, un roi, un as, un 9 peut arriver, ça peut être problématique, un cœur aussi. Donc c'est le genre de main, il va jamais value bêter. La doublette du 6, donc le 6 c'est une carte qui touche pas sa range, ou très très peu du moins. Donc je pense qu'à la turn il a une main faite qui est pas très forte la plupart du temps. Il peut rarement avoir la flush, c'est possible mais c'est rare. Et il peut avoir la quinte, genre type As-Roi, et encore, peut-être qu'il m'aurait fort bête. Il peut avoir As-Roi, mais s'il a pas l'As de cœur, s'il a pas de cœur avec As-Roi, il aurait bête la turn en fait. Donc en gros, je pense qu'il a beaucoup de mains faites dans sa range, et toutes ces mains faites, j'espère en faire passer une énorme partie en faisant all-in ici, puisque je peux avoir tout. Je peux avoir full, je peux avoir As-Roi, je peux avoir les cœurs. Et ma ligne est vraiment cohérente avec une grosse main, puisque j'ai bet le flop, je check la turn, ce qui est entre guillemets standard. En tout cas, c'est une ligne que je pourrais prendre avec une main forte. Euh, donc, je décide de faire un tapis en légèrement overbet, 50, j'envoie 56 dans 49. Donc là, je mise le tapis de mon adversaire évidemment. Et je pense qu'ici, c'est une situation qui est vraiment très profitable. Alors, pour information, je vais valet 4. Euh, Tiens, ça serait marrant ici. Si j'avais vu valet 4 avant de jouer, je pense que c'est plus profitable de faire all-in. Ça évite de me faire bluffer. Et je pense que c'est plus profitable de transformer sa main en bluff ici. Donc je continue à tribet. Je me fais revenir dessus, donc j'ai le droit de regarder mes cartes, je me fais fort bête. Ici c'est une situation où j'enverrai, je pense pas le tapis. J'aime pas son bet sizing, il a fait 27, assez fort quand même. J'aime pas trop. Donc là je regarde mes cartes, au cas où j'ai un monstre j'envoie tapis, mais de toute façon j'avais pris la décision de ne pas bluffer ce coup, puisque j'estimais que c'était pas une situation très avantageuse dans le contexte de la partie. Alors de temps en temps je vais check les flops quand même. Ça m'apportera plus de crédit par la suite et ça m'empêche pas de bluffer certains coups. Mon adversaire a bet 4. Il y a des joueurs en fait, quand ils sont hors position, si leur adversaire a checké au flop en position, ils ont l'habitude de tout le temps bet la turn. Donc là, je décide de bluffer ce coup en payant une fois et en espérant mon adversaire check. S'il avait misé, je pense que j'aurais fold. Euh, je suis pas super crédible à raise, mais bon, ça aurait été possible, je sais pas. Bon, du moins il check, là j'ai un bet facile hein, qui va prendre souvent le coup. Donc j'ai décidé de la jouer en deux temps. À la place de raise la turn, j'ai décidé
euh, de juste payer. Faut savoir que je représente plutôt une main moyenne, une main faite faible et de temps en temps forte, on va dire. Donc, quand mon adversaire check à la river, il n'y a pas de raison qu'il check une dame, puisque bon, si j'avais les cœurs, j'aurais sûrement misé au flop. Il n'y a pas de draw possible. Donc il n'y a pas de raison que je bluffe la river. Si je mise la river, c'est soit que j'ai un bon jeu. euh, et si j'ai un jeu moyen, je vais sûrement le check. Donc ici, mon adversaire n'a pas de raison de sous-jouer une grosse main. Donc ça penche, tous ces éléments penchent pour bluffer la river. Maintenant, il peut avoir un 7. euh, chose que je n'espère pas. Et j'avais 5 et 4. J'avais une gutshot, c'était intéressant, c'était intéressant de la jouer comme ça aussi à la turn, même si j'avais vu mes cartes. Donc c'est important en fait de varier sa stratégie de jeu, ses bluffs et ses bêtes. Faut pas tout le temps ses bêtes. C'est très exploitable évidemment parce que vous allez vous faire souvent check raise, ou alors vous allez vous faire flutter hors position, ça va être un enfer. Bon, je vais pas attaquer tous mes boutons, mon adversaire tribet beaucoup plus. Donc c'est assez problématique, il est agressif. J'aurais évidemment préféré avoir un joueur un peu plus manipulable. Voilà. Donc là j'avais décidé de fold aussi. Donc pour l'instant j'ai quasiment pas call leur position il me semble. Ah là c'est assez embêtant, mon adversaire est très agressif. J'ai décidé de... J'ai décidé de le payer en position et avec pour but de faire un move derrière. Euh, ouais, en fait, c'est dommage. Le 3 de cœur, c'est pas une bonne carte pour moi. J'aurais préféré que ce soit un 10 ou un valet par exemple, ou un roi. Euh, Mon adversaire a checké très vite ce flop. Je pense qu'il a rarement un monstre. Il a peut-être un 9 en main ou ace high. Je sais pas, paire de 10 peut-être, paire de valet. Je pense que je lui ferai jamais passer sa main au flop. En général, un joueur qui s'ébête pas sur ce genre de flop là, c'est qu'il a l'intention de check call quasiment tout le temps. Maintenant, peut-être que ça aurait été possible que je le fasse folder à la turn. Possible, c'est possible. Bon, j'ai décidé d'abandonner le coup au flop. Et là, je peux plus faire grand chose après. J'ai hauteur roi, donc là j'ai le droit de regarder mes cartes. Il avait ace high. Bon, il aurait peut-être passé finalement avec as valet peut-être. As roi il aurait pas passé sur le flop parce qu'il avait deux overcards donc c'est une main intéressante à jouer. As valet peut-être. Donc c'est typiquement contre le joueur d'adversaire où là euh, il faudra des cartes. Dans certains spots, mon adversaire va être un petit peu chaud bouillant. Alors, j'ai décidé de call cette fois-ci hors position avec l'intention de jouer les coups de manière agressive ensuite. Donc là, typiquement un check raise, j'investis 11 pour piquer 9. Euh, je peux le faire avec pas mal de mains, je peux le faire avec 2 paires as 9. J'aurais pas souvent as dame ici, mais 2 paires as 9. Je peux le faire avec des mains, des draws, 10 et valet, des combos draws. Donc
c'est assez difficile pour l'adversaire s'il a rien de faire quelque chose. Même s'il soupçonne que j'ai pas mal de draws, voilà, mais j'aurai des draws qui ont une bonne équité. Donc ce qui est intéressant, c'est quand je me fais check raise, et même si je suis call, je peux bluffer beaucoup de cartes. Euh, Tous les pics par exemple, si la flush sort. Et puis des cartes un peu dangereuses comme le 10 ou le valet, le roi aussi. Mon adversaire a beaucoup call les tribets, ce qui est un leak évidemment. Euh, les gens pensent qu'avec la position on peut tout faire, mais c'est une erreur. Donc là, je pense qu'il va falloir que je diminue ma fréquence de tribet, tout simplement parce que mon adversaire me call beaucoup. Donc la stratégie à employer contre lui, si je voyais mes cartes, ce serait de tribet strong, c'est-à-dire avec une range forte, peut-être en, en tribettant genre 9% du temps. J'ai une range très solide de tribet et puis je vais laisser mon adversaire me payer en position avec des mains très spéculatives et il aura du mal à faire quoi que ce soit. Euh, Ici j'ai payé le tribet, première fois dans le match. J'espère trouver ce genre de flop justement. C'est des flops qui sont beaucoup plus facilement bluffables. Il peut avoir touché évidemment, hein. Il peut avoir deux paires 9-5, c'est possible, hein, mais c'est plutôt des bons spots pour bluff. Donc mon adversaire fait 15, on dit dans 20, c'est assez fort. Bon, j'essaie de prendre ma chance en raisant tout de suite. Je pourrais call une fois peut-être et bluff la turn si mon adversaire check, c'est possible. Bon, j'ai décidé de faire un petit 39, ça implique quasiment tout mon tapis si j'ai une main. Et pour lui, c'est difficile de faire quelque chose. S'il a rien, il est hors position. S'il a une main type as-dame, ça va être difficile de faire quoi que ce soit. Donc j'ai pris ma chance. Et j'ai peur que mon adversaire envoie le tapis maintenant, là, vu son temps de réflexion. Mais c'est vraiment le genre de bon board à bluffer. Contre un adversaire, il faut être assez intelligent. Il faut pas le faire trop souvent parce qu'on va se faire revenir dessus avec rien. Bah, notre adversaire va envoyer avec rien, mais euh, justement, les joueurs de Nelson n'ont pas forcément ces raisonnements-là. Donc là, évidemment, je regardais. Malheureusement, je n'ai dame 8, je n'ai pas chaté deux paires. Donc j'ai fold. Ici, j'aurais payé avec quoi? euh, Une overpair, évidemment. Est-ce que j'aurais payé avec As-9? J'aurais payé avec As-9, mais j'aurais peut-être pas joué comme ça, j'aurais peut-être pas raise, je sais pas. Euh, C'est possible que dans sa main, mon adversaire ait une paire plus une gutshot ou des mains comme ça qui décident de tout pousser. Donc je pense qu'avec top pair, on peut stack off, même si je connais pas plus que ça mon adversaire. Alors plusieurs fois j'ai passé bête, donc bon là j'en profite pour reprendre le flambeau. C'est le genre de c'est un très bon board ça pour faire folder mon adversaire. Deux trois rois, il aura très souvent touché quelque chose. Alors, il peut avoir une main type roi dame, roi valet, brelan 2, brelan 3, mais c'est tout en fait. Alors après, il y a un tirage couleur qui est possible, mais il y a beaucoup de mains avec lesquelles il aura loupé. Euh, il peut s'accrocher avec des mains type As 4, As 5. Il aura une gutshot et une overcard. Mais il aura rarement une grosse main, donc c'est le genre de board où je peux 3 barrels. Ouais. Pour changer, j'essaie de donc bet. Alors évidemment, moi je vois pas mes cartes, mais l'idée c'est toujours de bien balancer ses options et ses lignes. C'est-à-dire, faut pas trop souvent donc bête, sauf si votre adversaire ne réagit pas. Mais si vous voulez avoir une stratégie globale équilibrée, il faut savoir. C'est ce que j'allais dire. Tribet c'était pas très bon contre lui. Je pense qu'il faut se calmer sur ce truc-là. Et comment je vais gagner de l'argent contre lui? Il est trop loose. Je pense que là où je vais gagner beaucoup d'argent, c'est qu'il va me call beaucoup trop mes tribets. Donc
Donc il va falloir avoir des mains. Euh, Ici, je pense que c'est un bon spot pour 4bet. Et j'ai été call, alors je sais pas du tout ce que ça veut dire. Euh, Faut savoir que mon adversaire, pour l'instant, de ce que j'en connais, c'est quelqu'un qui call énormément les 3 bêtes. Donc y a pas de raison de croire qu'il est en train de me trap avec une énorme main. Les mains type As-Roi, il aurait souvent fait tapis. Bon, là je peux avoir peur d'une grosse overpair, mais euh, il y aurait un warning beaucoup plus grand si mon adversaire était une grosse serrure, évidemment. Euh, où là j'aurais pu avoir beaucoup plus peur. Donc ça c'est un très bon board contre sa range. Sa range contient des petites paires, des mains type As-Valet, Roi-Dame, des mains comme ça. As-10 il peut avoir aussi. C'est pas sûr hein, quand même As-10 mais... donc c'est plutôt un bon board pour bluffer. Ici j'ai pas besoin de miser des tonnes. Je peux miser un tiers du pot. C'est à peu près le même effet. Et j'ai été call, il me reste 68 dans 75. Hum, Peut-être que je pourrais faire tapis ici, hein. C'est bien possible, ça serait une option tout à fait valable. Ouais, je pense que ça aurait été une bonne option. C'est mon adversaire qui m'envoie le tapis maintenant. Donc il y a deux solutions. Soit il a une main très grosse, full, overpair, voilà, une main de ce type-là, flush. Je pense que la flush, il l'aura pas souvent quand même. Pour la simple et bonne raison qu'il a just call, et je pense que c'était... S'il a une main du type roi-dame à pique, je pense que au flop c'était intéressant pour lui, beaucoup plus intéressant de stack off, puisqu'il a une très bonne équité si je le call, et il va très souvent prendre le coup direct. Donc je pense qu'il a pas souvent la flush. Euh, il a peut-être qu'il a des mains transformées en bluff, mais il n'a pas tant que ça. Des paires de 9, paires de 6, paires de 5, c'est possible. Là, j'ai du mal à savoir sa range de value et sa range de bluff. C'est bien possible, maintenant que je vois le coup, là, je me dis que c'est bien possible qu'il y ait une bonne proportion de bluff. Finalement, avec 2 et 10, on peut peut-être call, hein. Mon back un bluff, hein, évidemment, mais... euh, je pars du principe qu'il m'a très souvent call mon 4bet avec des mains très 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 spéculatives. Et, et donc ici, il n'y a pas beaucoup de mains qui vont value bet all-in. Euh, Il n'y en a pas beaucoup, hein, à part... comme je pense qu'il a pas souvent la flush. Bon, maintenant, il peut avoir paire de 8 en main, paire de 10 en main, évidemment, mais... a posteriori, je pense que j'aurais du call ici. Ouais, je pense. Pas mal de mains qui peut transformer en bluff. C'est vraiment intéressant ici, hein. Vraiment intéressant. Je sais que j'ai snap fold. Euh, je sais que dans ma tête, là, bon, j'étais persuadé que j'allais fold 100% du temps. J'ai même pas réfléchi. J'ai réfléchi, mais en étant convaincu que j'allais pas call de toute façon et qu'il était pas bon de call. Mais maintenant que je revois le coup, je trouve ça vraiment intéressant. Surtout que la flush est sortie, ça diminue sa range de value. Euh, ouais, j'aime bien. Donc là c'est intéressant, je viens de perdre un pot assez conséquent, mon adversaire a limpé la main d'après au bouton, donc c'est intéressant, il a pas envie de se faire tribet, il me voit comme quelqu'un d'agressif.
Donc là, je décide de varier un petit peu ma taille des mises et de mini-raise. Et là, j'ai décidé d'overbet. C'est pas un excellent board quand même pour seconde barrel, puisque s'il a un 8, il va avoir souvent une main type de paire, 8-9, 8-7, ou alors il aura 8-10. Euh, ouais, je pense que c'est vraiment une mauvaise carte pour seconde barrel ici. Déjà, je sais que mon adversaire n'aura jamais 8 et 3, donc s'il a un 8, le 7 a amélioré sa main. Donc ici, j'aurais dû fold à la turn. Alors, il est hors de question de re-raise ici. Donc là, c'est une situation où mon adversaire, quand il raise, il me met en difficulté en fait. J'ai pas trop d'options. Si j'ai pas de carte, j'ai pas trop d'options en fait. Après, je peux pousser all-in si j'ai un draw ou une main de ce type-là, mais si j'ai vraiment rien, c'est compliqué. Puisque si je bluffe, c'est dangereux. Puisque j'ai quasiment aucun out. Bon, clairement, ne pas avoir ses cartes contre ce type d'adversaire agressif, c'est très 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 handicapant. Comme je l'ai dit tout à l'heure, contre lui, on peut gagner de gros pots, il peut faire des hero calls en fait. Et donc là, on va le punir, c'est en ayant des grosses mains, typiquement dans les pots tribet. Voilà, comme il colle tout, c'est une horreur. Il va coller avec 5 et 9 suited, etc., etc. Donc pour lui, c'est difficile de faire quoi que ce soit. Le valet de carreau, c'est une très bonne carte. Il a quasiment jamais la flush. Je décide de bet fort. Et si je suis call, je vais seconde barrel. Oui, je vais bet de la river pour bluff. L'as de trèfle est une carte moyenne pour bluffer. À la limite, j'aurais préféré peut-être une brique. Bon, là, ça sert à rien de miser des tonnes. 31 dans 51. C'est très difficile pour lui de faire quelque chose. Peut-être qu'il peut me coller avec deux paires. En tout cas, c'est un bluff un petit peu automatique ici. Peut-être que si la flush était tombée, j'aurais pu fold, je sais pas. Ouais, c'est possible. Donc c'est vraiment vraiment important au poker d'être imaginatif. On va dire que passer la NL 400, NL 600, c'est une des qualités qu'il faut avoir pour gravir les échelons vers les high stakes. L'imagination, essayer de trouver des patterns un peu différents. Alors ici j'ai décidé de float. Je pense avoir un petit read quand même sur ses mains. Je pense que quand il fait des petits bets au flop, il a pas une grosse main en général. Puisqu'il essaierait de mettre plus d'argent il avait gros. Je le soupçonne d'avoir pas souvent grand chose, donc j'ai décidé de call pour bluffer à la river ou de check raise à la turn. Donc là c'est ce que j'ai fait. J'ai tenté ma chance. Il faut tenter sa chance de temps en temps de manière assez équilibrée. Voilà, de manière un peu aléatoire ou de temps en temps il faut bluff certains coups. Je pense que si je suis call, a priori je devrais abandonner le coup. Donc là je me fais très 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 souvent tribet. Donc la stratégie contre quelqu'un qui tribet beaucoup,
Bon, il y a plusieurs possibilités. Ça peut être intéressant de diminuer sa fréquence d'attaque au bouton. De toute façon, c'est pas trop gênant d'être à 50%. Si votre adversaire vous tribette comme un maniaque, et bah, il va vous donner de l'action quand vous aurez des mains et vous allez coller, jouer le coup opposition, il va être assez gros et l'adversaire aura du mal à se défendre. Euh, voilà. L'autre adaptation, c'est de descendre sa range de call de tribet. Donc on peut se permettre de coller avec des mains plus spéculatives comme Dame 10 suited, chose qu'on ferait pas contre quelqu'un qui aurait, par exemple, euh, 8 à 9% de tribet. Évidemment, on va pas coller avec ces mains-là, puisque c'est des mains qui sont dominées et qui se défendent très très mal contre la range adverse. Donc, toujours la même histoire en heads up, il faut adapter sa range de call par rapport à celle de l'adversaire. Si vous jouez 10 000 mains contre un joueur qui vous attribue 2% du temps, bah ne vous amusez pas, il faut pas s'amuser à call avec. Il ne faut pas s'amuser à call évidemment avec As-Valet quoi. Voilà. Je prends un cas extrême mais. Alors ici, j'ai mis les stats Poker Tracker. Euh, Position Big Blind. Donc ça c'est mon adversaire. Pour l'instant il gagne 42 $ comme vous pouvez le voir. VPIP 61,90 euh, en Big Blind. Donc c'est absolument énormissime. C'est-à-dire que mon adversaire rentre sur 21 mains, donc c'est pas très très représentatif quand même, mais bon, ça donne une idée du style adverse. Il a joué 62% des mains. Donc, il a la fold 100 moins 62, ça fait 38. Donc il a la fold 38% des mains. Et le reste du temps, il tribet 28% du temps, ce qui est absolument énormissime. Et il call 62 moins 28, c'est-à-dire 34. Donc 34, il call, 28, il tribet, et 38% du temps, il fold. Donc c'est quelqu'un qui joue énormément de mains hors position. Donc c'est vraiment exploitable. Donc contre lui, il va falloir coller beaucoup ses tribets, diminuer sa range au bouton, et voilà. Alors quelque chose d'assez étonnant aussi, c'est que mon adversaire n'a que 60% d'attaque au bouton. Ça c'est une caractéristique des mauvais joueurs, c'est qu'on voit que le VPIP en petite blinde et en grosse blinde est quasiment le même. Alors ça, évidemment, c'est pas normal. On doit jouer beaucoup en small blind et peu en big blind. Euh, donc lui, il attaque pas beaucoup. Ça peut se justifier si vraiment je tribetais comme un malade, mais je sais plus si c'est le cas. Je sais plus. Donc c'est à vérifier. Donc là, je commence à limper, jouer les coups en position, pas trop gros, avec des mains moyennes. Alors limper en heads up, pour ceux qui se posent la question, ça se fait. Hein. Phil Galfond, quand il joue en heads up et qu'il joue à high stake, il emploie une stratégie où de temps en temps il va limp. Il va essayer de suivre l'adversaire, il va essayer de balancer sa range avec des bonnes mains, avec des limp re-raise aussi. Donc là, comme je suis arrivé, j'ai regardé mes cartes, j'ai décidé d'overbet légèrement. Donc comme je le disais, Galfond emploie cette stratégie et c'est pas le seul à limper, donc c'est pas ce qui montre bien que que même à haut niveau ça peut se faire. Alors c'est aussi dans une stratégie euh, comment dire, de pousser l'adversaire à faire des fautes. En fait, si on est gagnant par exemple, on va commencer à limper, l'adversaire va s'énerver parce qu'on joue que des petits pots. Et ça peut le forcer à attaquer tout le temps, par exemple, à tout le temps raise. Donc si on limp, à 1, il va faire tout le temps 4, tout le temps, tout le temps. Donc on va commencer à le call tout le temps. C'est comme si en fait on attaquait 100% du temps et notre adversaire collait. Donc c'est assez marrant. Euh, Ici j'ai tribed, je tente la chance, vous voyez. Un tiers du pot. Si, moi, c'est quelque chose que j'aime bien employer, qui marche plutôt bien. Sur des boards très secs comme ça, misez un tiers du pot. Votre adversaire va vous call avec des ace high, pas mal de mains.
Et donc si je suis call, le pot va faire 8 et 8, 16, plus 23, on va dire 30, 40. Et de remiser encore pas beaucoup, genre 19, 18. Et souvent ça coupe l'envie à l'adversaire de faire un move. Euh, et en plus de ça, le fait d'avoir misé plus petit au flop, ça permet d'économiser de l'argent sur le bet à la turn. Et par expérience, il y a beaucoup de joueurs qui abandonnent en fait à la turn. Donc ça, c'est un pattern dans les pots tribet qui est assez intéressant à faire. Évidemment, il faut que le pot soit faut que le board soit très sec, puisque je suis pas très crédible de faire ça avec des as si le board c'est 8, 9, 10 par exemple. C'est un peu plus étrange et ça favorise les moves chez l'adversaire. Euh, donc j'ai un petit peu monté mon tapis. Maintenant, on est à 150. Je suis à 150 dollars. Mon adversaire me couvre légèrement. Donc 150 BB deep. On peut se permettre de coller beaucoup plus light, légèrement plus light les tribets en règle générale. Je vais peut-être avancer un petit peu, puisque là, bon, Euh, en gros, maintenant je pense que ma stratégie est en place. Maintenant, il va falloir des cartes pour lui prendre de l'argent. J'ai montré ce que j'avais voulu montrer. Je vais juste vous montrer un coup que j'ai affreusement mal joué. Voilà. Mon adversaire me raise, je raise à 11,40. Donc je raise un petit peu plus fort puisqu'on est un peu plus profond. J'étais call. Bon, c'est bête classique, jusque là rien à dire. Je pourrais check fold, check raise, je pourrais faire pas mal de choses. C'est un bet qui est assez fort quand même, hein, 15 dans 22. La doublette du 3. Euh, c'est une carte qui ne change rien au board. Euh, c'est une brique totale. Je peux peut-être lui faire passer des mains. Déjà tous les floats. Si je mise, je peux les faire passer. Peut-être un 8. C'est même pas sûr que je fasse passer un 8. Euh, Ici, je pense que c'est intéressant de bet quand même. Puisqu'il a pas mal il a des floats dans sa main. Donc je décide de bet. Je suis pas sûr de faire passer un 8 ici. Je prends une brique totale. Alors, il y a un théorème, je ne sais plus son nom, qui dit que un joueur débutant qui a un full ne le lâchera jamais, quoi qu'il arrive. Et typiquement ici, un full avec paire de 4, par exemple, c'est un très mauvais full. Euh, je sais pas ce qui m'est passé par la tête. Ici, j'ai décidé de faire tapis ici pour représenter une overpair. Essayer de faire folder une main, mais c'est idiot. C'est un joueur qui est quand même assez collant. Donc je suis même pas sûr qu'il fold un 8 ici. C'est même pas sûr. Je pense que, bon, avec un valet, il va toujours me call. Donc c'est un très très mauvais bluff ici. Donc je fais folder les draws évidemment. Mais à choisir, si j'avais voulu faire folder, j'aurais pu miser. Ça aurait été plus intelligent ici de miser 30 pour faire folder un draw. Chose que je pourrais faire avec un valet de temps en temps pour induire un bluff par exemple. Euh, donc j'ai shove et c'est affreux tout simplement. C'est très mal joué. Si ça se trouve j'ai deux dames, hein, je sais pas. Ou j'ai un 3, j'ai peut-être carré, hein, c'est possible. Mais dans le doute, je pense le tapis c'est horrible, hein. Puisque je fais passer que je fais passer que les draws. Mais si je veux faire, si je veux faire passer les draws, autant miser moins fort. Voilà, clairement. Euh, bon, j'ai décidé d'abandonner à la turn, surtout avec mon image qui est un peu pourrie. Au niveau de la metagame, c'est pas terrible. Mon adversaire sait que je joue 3 barrels, en bluff, etc. J'ai pas une bonne image. Il est du type déjà Sculling Session dans l'âme,
Donc je pense vaut mieux calmer le jeu et attendre des mains, quitte à value bêter beaucoup plus in, puisque quand on a beaucoup de bluffs dans sa range, on peut se permettre de value bêter beaucoup plus in, notre adversaire va nous coller beaucoup plus light. Donc je vais essayer d'en profiter, mais là il faut évidemment regarder les cartes. Donc maintenant je me suis fait bet, je vais regarder mes cartes, et je découvre deux paires dame 2. Donc là je pense que c'est un peu ambitieux de raise pour value. Et il avait deux paires 4-3, donc il défend sa blinde avec 4-3 off, c'est vraiment mal joué. Donc voilà, le pourcentage de VPIP à 60%, bah, il s'explique très bien quand on voit avec quel genre de main il peut défendre. Donc moi par exemple 4 et 3 suited, je vais fold aussi. 5 et 4, ça dépend ça dépend de l'adversaire. 5 et 4 suited, je parle. Je crois qu'il y a un coup intéressant ensuite. Donc là je vais pas revenir sur les stats. Bon, il a descendu son VPIP hors position à 50%, il a tribet 21%, donc c'est quelqu'un de vraiment agressif. Donc là j'ai beaucoup trop tribet évidemment, ça c'est une erreur. Donc là j'ai essayé de forbet. Je pense que miser la moitié du pot c'est ok, même un peu moins. J'espère faire passer toutes les petites paires et toutes les mains pourries. Ici quand je suis collé une fois, clairement il faut abandonner, hein. Puisqu'il va pas me coller avec une main type paire de 7, paire de 8. Il peut avoir une main comme roi-dame, pour avoir call préflop, roi-valet par exemple. Euh, bon, je pense que là, faut tout simplement abandonner. C'est important de lire les boards, hein. Quelle carte je peux bluffer, quel board je peux pas bluffer, puisque je représente pas grand-chose, mon adversaire a souvent telle et telle chose. Donc voilà, ça c'est important. Donc là, mon adversaire va sûrement bet, je vais regarder mes cartes en espérant, en espérant chatter deux paires, et non. Donc, bon, évidemment, j'ai l'intention de fold, hein, au départ. Alors là, je me fais complètement marcher dessus. Et je vais commenter le début de ce nouveau match contre un adversaire qui s'appelle Arns18, qui est un régulier en train d'attendre. Donc là, j'ai collé hors position et j'ai check raise. Euh, Donc je pense que je vais très souvent prendre le coup. Mon adversaire ne me connaît pas, donc c'est pas je pense pas qu'il va float ici avec des mains type roi-dame. Euh, J'aurais bluffé le coup si c'était un trèfle qui était sorti, et si c'était une carte un peu dangereuse type 7, un 10, un valet. J'aurais bluffé. Euh, Peut-être un as. Donc là, c'est une très mauvaise carte pour bluffer. Je pense que s'il a un 9, il va jamais folder à la turn. S'il a un 8, je pense pas non plus, puisqu'il sait que j'ai pas mal de draws dans ma main. Donc j'espère que mon adversaire va checker, j'espère qu'une de ces cartes dangereuses va arriver, où je vais pouvoir bet. L'idéal, c'est un 10 de trèfle, par exemple. Donc là, je peux pas faire grand chose maintenant. Donc toujours dans un heads up, hein, ce qu'il faut garder en ligne de mire, c'est ok, mon adversaire joue de telle et telle manière. Comment je vais pouvoir adopter ma stratégie pour que ça soit efficace? Dans quel genre de coup je vais pouvoir piéger mon adversaire? Quel genre de situation j'ai trouvé que mon adversaire était faible parce qu'il était par exemple trop collant? Il avait tendance à pas me croire, ou alors il est trop weak dans certains coups donc je vais pouvoir le bluffer. Vraiment quel genre de situation vous allez pouvoir optimiser?
Alors ça change au cours du heads up à chaque fois. Vous allez découvrir des leaks adverses, la metagame va changer, vous allez pouvoir exploiter une certaine image, votre adversaire va exploiter une certaine image aussi. Euh, donc voilà, faut vraiment réfléchir, ne pas avoir la tête dans le guidon avec ces cartes. Par exemple, jouer 4 tables contre le même adversaire en heads up, c'est une chose qui est vraiment difficile. Pour garder son meilleur niveau, j'ai pas suivi ce coup-là, tant pis. Il y a très peu de joueurs qui sont capables d'avoir toujours un excellent niveau avec 4 tables contre le même adversaire, puisque ça va très vite. Donc il faut non seulement penser à jouer les coups, mais en plus de ça, il faut définir une ligne, une stratégie générale sur les 4 tables, et ça c'est compliqué. Je décide de faire quelque chose un petit peu à l'envers. Donc là j'ai le droit de regarder mes cartes. J'ai deux paires à dame 9. Donc là ici c'est un value bet facile, hein. Et j'ai décidé de pas miser beaucoup. Je pense que ce serait ici intéressant pour faire folder pas mal de draws, de miser la moitié du pot si je vais rien. Bon, mon adversaire a l'air très collant, on a l'impression que c'est le même profil que l'autre joueur. C'est vraiment marrant, c'est un joueur qui colle beaucoup les tribets, etc., etc. Euh, alors ça c'est intéressant. Le pot fait 65 et il me reste 81 de tapis. Je décide de faire all-in. Je peux avoir touché une lucky flush. Je peux avoir une dame depuis le départ. Et bon, je vais pas value bet as roi, c'est vrai. Je vais pas value bet as roi. Je décide de faire un overbet all-in. Je sais pas à quel niveau en fait il est. Je pense que je vais faire folder un as. As 10, as valet. Finalement, s'il a as dame, avoir as dame ici ou as 4, c'est un peu la même chose, je pense. Puisque avec as dame, il bat qu'un bluff, hein, a priori. Donc comme il me connaît pas, j'essaie d'user de l'overbet. En général, contre un régular, ça marche plutôt bien l'overbet. C'est assimilé à une grosse main. Les gens ont moins tendance à faire des gros calls au départ, donc je décide d'overbet. Chose que je ferais avec une grosse main évidemment si j'avais une dame, une main de ce type-là. La flush par exemple, je ferais aussi un gros bet pour être cohérent. Et c'est sick. Euh, donc la mauvaise nouvelle c'est que j'étais payé, mais j'ai chaté Brelan, donc c'est assez marrant. Et il avait As-10 en fait. Et là je suis étonné parce que donc là je me suis trompé sur mon read, du moins sur le read que j'avais sur ce jour-là, puisque je pensais qu'il aurait foldé As-10. Le but de la manœuvre c'était de folder ce genre de main-là. Et il m'a call, donc c'est une erreur d'analyse ou du moins un manque de connaissance de l'adversaire. Euh, mais j'ai eu de la chance d'avoir une dame en fait. Beaucoup de chance, puisque j'ai une main random à ce moment-là contre deux paires As-Dame. J'ai une main random et j'ai peu de chance de gagner en fait. Peut-être 15% du temps, c'est pas dur, il suffirait de regarder avec PokerStove, mais je vais regarder ça de suite. Ah ouais, j'avais 18% de chance de gagner. Il a As-10 offsuit contre une main random sur ce board là, et il m'a call, Voilà. Bon, là, ça c'est un truc qui sert pas à grand chose au poker, parce qu'on voit ses cartes normalement, donc on n'a jamais une main random, mais
je vais bientôt m'arrêter là. Il y a quelques coups. Je décide d'abandonner le match. Commence un peu chaud. Donc encore une fois. euh, Bon, d'accord, je me suis fait. Voilà, j'ai voulu exploiter le fait que tout à l'heure j'ai overbet avec Brelan. Donc j'avais une grosse main, j'ai décidé de bet pot à la river et essayer voilà, de représenter une grosse main encore. Je me suis fait revenir dessus, donc je sais pas avec quoi. Est-ce que avec une petite flush, je pense pas qu'il m'aurait. Je pense qu'il vaut mieux coller avec une petite flush. Il y a sûrement full alors, je sais pas. Le match est un petit peu chaud et clairement dans ce genre de match, il faut vraiment voir ses cartes. Parce que c'est beaucoup plus difficile de faire des moves. Mon adversaire colle beaucoup les tribets, donc c'est un peu le même adversaire que tout ce que j'avais tout à l'heure. Euh, On va essayer de trouver quelques mains intéressantes. Ah oui. Cette main. Donc on est plus profond, je tribet fort à 12. On est un peu plus profond, il a que 130 finalement, mon adversaire. Là il est un peu frustré, il a perdu des coups, j'ai montré 6 et dame off à l'abattage qui a chaté. Euh, je décide de faire quelque chose de très bizarre ici, j'ai décidé de bet pot. Euh, pour mon adversaire, s'il a rien, c'est difficile de faire quoi que ce soit. S'il a une main type as-valet, il peut fold, c'est assez compliqué. C'est très bizarre de bet pot dans ce genre de coup. Euh, Ça diminue la possibilité pour l'adversaire de faire quelque chose en fait. C'est aussi ça, suivant le stake size en fait, le bet pot enlève des options. Je décide de call, et là, de bet pot, mon adversaire me call, donc forcément là j'ai 40 000 warnings qui s'allument en train de se dire, oula, il est sûrement énorme. Du moins, je pense qu'ici, là, à ce moment-là, du coup, il foldera jamais une grosse main. Je pense qu'il est prêt à stack off. Il est prêt à stack off. Ici, si j'avais un roi en main, je pense que je devrais faire all-in pour être payé par n'importe quel 10, n'importe quel roi inférieur. Ça peut représenter, ma ligne peut représenter un draw, les cœurs, dame valet, etc. Et mon adversaire peut même peut-être me hero call avec une paire de 8, paire de 9. Donc ici, si j'ai une grosse main, je ferai all-in dans le. Comment dire, dans la dynamique de la partie. Mon adversaire a bet, il me semble. Voilà. Mon adversaire a bet 23. Ici, clairement, c'est une situation que je vais jamais bluffer à tapis. Puisque je pense que je vais être très 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 souvent devant, derrière. Pardon. Il va très souvent me payer. Donc voilà. Si j'avais un draw, je pense que je paierais juste. Parce que j'ai les codes. Si j'ai par exemple As-8 à cœur, une main comme ça, je paierais juste. Dans cette situation-là, hein, vraiment, je pense que je vais être souvent payé. Donc voilà, maintenant je regarde mes cartes en espérant avoir quelque chose. Et je vais bientôt arrêter là, ça va être mon dernier coup de la partie. Donc je sais pas pourquoi je regarde pas mes cartes, je veux dû oublier le truc. Et c'est fou quoi, je découpe pour un valet. Oh, valet off. Donc bah évidemment, comme je l'ai dit, hein, si j'avais une grosse main, j'aurais fait all-in direct à la turn. Là il me bet, donc c'est pas le moment de tout jouer, hein. Et voilà. Et le joueur malheureux avait roi 7, c'est vraiment pas de chance, mais bon, il défend hein, des mains avec roi 7 8, c'est vraiment pas terrible. Je pense que j'ai pas tant que ça tribet. J'ai pas tant que ça tribet, donc c'est vraiment pas top du tout du tout. Bon. Ah ouais, donc je vais arrêter cette vidéo ici. Bon, j'avais deux adversaires très proches en termes de style de jeu. Ça aurait été intéressant d'avoir un joueur très weak. Et là, j'aurais pu placer beaucoup plus de choses. J'aurais gagné beaucoup plus de petits pots. Faut savoir que contre ce genre de joueur, on va souvent jouer des gros pots. Donc il va falloir avoir des mains. Alors contre les joueurs weak, on va gagner plein de petits pots. Et de temps en temps, bah,
il faut avoir des mains aussi pour gagner des bons pots, mais finalement on va ramasser petit à petit beaucoup d'argent comme ça. Donc voilà, ce qu'il faut retenir de ce heads up, c'est que c'est compliqué de jouer sans carte, mais ce que j'ai voulu vous faire découvrir, c'est que il est intéressant de mettre des stratégies en place durant un heads up, de faire évoluer ces stratégies et de réfléchir à certains coups. Finalement, ça me donne de l'imagination. Dans certains coups, j'ai eu de l'imagination, j'ai bluff certains coups que je pense que je n'aurais pas bluffé si j'avais vu mes cartes. Je me serais dit, bon bah tant pis, je fold. Mais le fait de ne pas voir mes cartes, je me focalise vraiment sur une situation donnée. Et je trouve ça vraiment enrichissant. Donc voilà pour ce truc-là. Essayez peut-être de le faire chez vous en jouant une limite beaucoup plus petite. Essayez de voir le résultat, ça peut être assez marrant. Euh, donc n'ayez pas peur de tenter certains patterns, etc. J'espère que ça vous a plu. Je referai peut-être la même chose en 6 max. Là, ça sera un peu plus particulier parce qu'on va moins souvent à l'abattage et je pense que c'est beaucoup plus facile de le faire en 6 max. Euh, et ça sera intéressant aussi, je pense. Donc voilà, laissez-moi des petits commentaires dans la vidéo pour me dire ce que vous en pensez, si vous avez pas plu ou si vous avez trouvé ça débile. Je suis preneur de toute remarque constructive. Merci à vous et je vous souhaite une bonne journée. Ciao ciao.